Alors, je vais commencer évidemment par quelques précisions introductives pour vous dire que mon propos est centré que sur la responsabilité civile, alors qu'il existe, c'est bon, on le voit, oui, il existe dans notre droit plusieurs types de responsabilités avec lesquels il ne faut pas confondre la responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est celle qui vise à réparer le dommage, donc elle est plutôt centrée sur la victime, alors que la responsabilité disciplinaire est plutôt centrée sur l'auteur du dommage. C'est la même chose pour la responsabilité pénale. La responsabilité disciplinaire, vous le voyez sur le PowerPoint, c'est le but est d'asséner ou pas une sanction en cas de manquement aux obligations professionnelles ou aux obligations déontologiques. On appelle aussi parfois cette responsabilité la responsabilité ordinale quand il y a un ordre professionnel, ce qui n'est pas à proprement parler votre cas. Pour la responsabilité pénale, évidemment, dans le mot pénal, vous avez peine, donc le but est de réprimer une infraction en attribuant une peine à l'auteur de l'infraction, peine qui peut aller de l'amende à l'emprisonnement. Donc aujourd'hui, évidemment, je ne vais vous parler que de la responsabilité civile, celle qui vise à attribuer des dommages et intérêts aux victimes de dommages. Alors, en droit de la responsabilité civile français, pour qu'une action en responsabilité aboutisse, il faut d'abord, en général, déterminer la personne contre laquelle la victime peut éventuellement agir, et ensuite examiner s'il y a un fait générateur de responsabilité qui est avéré, et s'il y a un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et ce fait générateur de responsabilité. Alors évidemment, aujourd'hui, je n'ai absolument pas le temps de vous parler de ce qu'est le lien de causalité et le dommage, bien que ce soit très intéressant. Je vais vous dire peut-être deux mots, puisque M. Chanson m'a demandé d'en parler, deux mots sur une distinction fondamentale de notre droit de la responsabilité civile en droit français, qui est la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Alors, c'est une distinction fondamentale qui est vraiment très française, qui n'est pas forcément connue de beaucoup de pays étrangers et que, d'ailleurs, les étrangers ne comprennent pas très bien, souvent. Alors, elle est déjà à faire parce que dans les textes, il y a des fondements différents. Dans le Code civil, vous le voyez dans le tableau que j'ai fait sur le PowerPoint, la responsabilité contractuelle est fondée sur l'article 1147, alors que la responsabilité délictuelle, ce sont les autres textes. Alors, surtout, dans les conséquences de cette distinction, ce qui est à noter, c'est que pour la responsabilité contractuelle, on ne peut pas engager la responsabilité contractuelle d'un majeur protégé par définition, puisque pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, il faut évidemment qu'il y ait un contrat entre la victime du dommage et l'auteur du dommage. Or, un majeur protégé, très souvent, s'il n'a pas la capacité, en tout cas, de faire certains actes, ne pourra pas être engagé par la responsabilité contractuelle. Donc, c'est vraiment l'impératif de cette responsabilité. Il faut un contrat valable au départ. Voilà, donc il faut un acte valable. Alors, bon, c'est évidemment nécessairement schématique, des tableaux. Vous aurez le PowerPoint à votre disposition, je vous le laisserai. Donc, si je passe vite sur certains points, vous pourrez revenir dessus. Pour la responsabilité délictuelle, évidemment, le Code civil affirme expressément dans l'article 414-3 que le majeur protégé est responsable de ses actes, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout compris non plus par les étrangers, mais parce qu'en France, nous avons tous, en principe, une assurance responsabilité civile, ce qui explique cela. Bref, pour faire vite également, la grosse différence entre ces deux types de responsabilités, c'est que dans le cas de la responsabilité contractuelle, on peut par avance s'exonérer de sa responsabilité ou limiter le montant des dommages et intérêts qu'on devra verser. On connaît tout ça dans les contrats qu'on souscrit, notamment avec des professionnels, des clauses limitatives qui sont donc valables, alors que dans la responsabilité délictuelle, on ne peut pas par avance renoncer à une indemnisation si quelqu'un nous met un coup de poing, j'en sais rien. Voilà. Donc ça n'est pas possible. Autre différence également, mais là on rentre dans des subtilités très techniques, le préjudice indemnisable n'est pas tout à fait le même, puisque pour la responsabilité contractuelle, on se base sur ce qui a été dit dans le contrat, donc on n'indemnisera que ce qui a été prévu dans le contrat, le dommage prévisible, le préjudice prévisible, alors que dans la délictuelle, le principe en droit français, c'est d'indemniser l'entier préjudice, c'est le principe de la réparation
intégrale. Alors, on n'a pas le choix entre ces deux fondements. C'est ce qu'on appelle, très improprement d'ailleurs, dans notre droit, le principe de non-cumul des responsabilités. C'est-à-dire que si vous agissez contre quelqu'un en responsabilité civile et que vous êtes lié à lui par un contrat et que votre dommage résulte de cette mauvaise exécution du contrat, vous êtes nécessairement obligé d'aller sur la contractuelle. Alors, il faut savoir quand même que la tendance, depuis quelques années en droit français, c'est de faire du tout délictuel. Et notamment pour ce qui est des professionnels, puisque c'est ce qui vous intéresse. Pendant pas mal d'années, on s'est posé la question pour les notaires, pour les avocats. Alors on sait que les avocats, il y a un contrat. Le notaire, c'est un petit peu différent parce que son statut fait que la nature contractuelle de la relation avec son client n'est pas évidente. Mais on se rend compte que la Cour de cassation a tendance à englober maintenant toutes les fautes professionnelles sous l'article 1382 du Code civil, pour faire très large et très schématisé. Donc la délictuelle l'emporte. Vous, il n'y a pas de question à vous poser. Vos rapports avec les majeurs protégés et bien sûr, a fortiori, avec les membres de leur famille ou des tiers, ne sont pas des rapports de nature contractuelle. Donc de toute façon, la responsabilité civile du MJPM est de nature délictuelle. Je terminerai donc sur ces propos introductifs. Là aussi, M. Chanson m'avait demandé d'intervenir sur ce point-là. Ça peut peut-être vous expliquer un petit peu la posture de la Cour de cassation, notamment les fondements de la responsabilité civile française. Alors, ces fondements, ils ont un peu évolué, c'est vrai. Notre Code civil, vous le savez, il date de 1804, le Code Napoléon. À l'époque, c'était la faute. La seule possibilité d'engager la responsabilité de quelqu'un, la responsabilité civile, c'était de prouver sa faute. On avait encore la chrétienté qui était très présente et qui avait une influence forte, donc il y avait beaucoup de morale sous-jacente. Ceci a beaucoup évolué à la fin du XIXe siècle avec l'industrialisation, avec les accidents de masse. Et par conséquent, on est passé petit à petit à une responsabilité qu'on appelle pour risque. Donc ça va vous parler, évidemment, une responsabilité pour risque avec la responsabilité générale du fait des choses, avec la responsabilité du fait d'autrui. J'y reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, depuis quelque temps également, on parle même de responsabilité préventive, avec notamment le principe de précaution. Alors voilà, vous sentez quand même l'évolution qui vous inquiète, mais moi aussi, je vais essayer de vous rassurer après. Je vous rassure d'ailleurs tout de suite, la responsabilité du MJPM dans le Code civil, c'est très clair, elle reste centrée sur le modèle traditionnel, c'est-à-dire que c'est une responsabilité pour faute. Voilà, quoi qu'en ait dit et pu en dire la Cour de cassation. Dernière précision introductive. Je ne parlerai pas de la responsabilité du mandataire dans le mandat de protection future. J'aurais pu en parler parce qu'évidemment, vous pouvez être amené, en vertu de l'article 480 du Code civil, à exercer cette fonction de mandataire. Bon, simplement, je crois que ce n'est pas encore très répandu. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'associations tutélaires qui aient été nommées mandataires. J'attends d'ailleurs les retours là-dessus, si ça arrive. Alors là-dessus, il faut juste savoir qu'on a un article qui est l'article 424 du Code civil qui prévoit des règles spécifiques, puisque cet article renvoie aux règles du mandat, à l'article 1992 du Code civil, alors qui nous dit que le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Alors, le dol, j'y reviendrai dessus, c'est une faute particulièrement grave. Voilà, donc, bon, il répond de ses fautes, qu'elles soient graves ou pas. En gros, la seule précision que nous fait l'article 1992, alinéa 2, c'est que quand le mandataire intervient à titre gratuit, il doit être moins sévèrement sanctionné, entre guillemets, si on peut parler de sanction, que s'il intervient donc à titre onéreux. Voilà. C'était donc, cet aparté étant fait, je reviens sur maintenant ce qui nous intéresse directement, avec les règles donc, de responsabilité civile que l'on trouve dans deux textes fondamentaux dans le Code civil, l'article 421. Vous le voyez là sur le PowerPoint, mais j'aurai le temps de le décortiquer, passez-moi l'expression, un petit peu plus tard. Et l'article 422. Alors, l'article 421, c'est vraiment le principe général de responsabilité pour faute qui est énoncé ici, alors que l'article 422, c'est la responsabilité directe de l'État. Donc, deux textes qui sont à retenir et que je vais avoir le temps de détailler ensuite. Alors, mon intervention, j'ai décidé de donc, la présenter en deux temps. D'abord, dans un premier temps, vous exposer le cadre légal, ce que disent les textes,
les conditions que posent les textes pour engager la responsabilité d'une association tutélaire ou la responsabilité d'un MJPM. Et dans un second temps, je reviendrai sur ce qui vous intéresse à mon avis le plus, c'est comment on caractérise la faute du MJPM. Et alors là-dessus, les textes, ils ne sont pas d'un très grand secours. Donc cette deuxième partie sera essentiellement centrée sur la jurisprudence, sur des exemples d'arrêt. Alors, je commence tout de suite avec les conditions légales de la responsabilité civile, avec des précisions liminaires d'abord sur la recevabilité de l'action, donc une précision sur la prescription, et ensuite une précision sur les titulaires de l'action en responsabilité. Alors, simplement pour vous dire sur la prescription de l'action, qu'on a un article, l'article 423 du Code civil, qui indique que c'est une prescription quinquennale, c'est assez classique, à compter de la fin de la mesure de protection. Donc je voulais simplement souligner ça, vous voyez ça en rouge sur le PowerPoint, pour vous dire que contrairement à autrefois, il n'y a plus de tutelle de fait. Cette tutelle de fait qui était une théorie qui avait été montée par la Cour de cassation pour décaler le point de départ du délai de prescription, était évidemment pas en votre faveur. Donc aujourd'hui, fin de la mesure de protection, 5 ans de délai pour pouvoir agir en responsabilité. Autre précision quant aux personnes pouvant agir en responsabilité civile. Alors là, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise sur une solution très définie, parce que quand on regarde les textes, on a l'impression qu'il y a une différence selon qu'on agisse contre l'État ou contre un organe directement. En effet, dans l'article 421, il n'y a aucune précision des personnes contre lesquelles des personnes qui peuvent agir, si bien que on a l'impression que toute personne qui subit un préjudice peut agir en responsabilité. Mais ça n'est qu'une impression, à mon avis, puisque je vous ai mis une référence, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, qui nous montre que les juges ont tendance à restreindre quand même les personnes pouvant agir. Alors là, dans cette affaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme un jugement qui déclarait l'action en responsabilité qui avait été intentée par l'ex-épouse du majeur. Donc, il confirme ce jugement qu'il la déclarait irrecevable. Et ses motifs sont les suivants. En tant que donataire d'une partie de ce qui pouvait rester dans l'actif du défunt, après son décès, madame n'étant pas ayant droit donc, du défunt, elle n'est qu'un tiers et elle n'a pas qualité à agir contre l'ATMP, gérant de tutelle du défunt. Voilà, ancien gérant de tutelle. Apparemment, on restreint quand même les personnes pouvant agir. Pour les actions contre l'État, l'article 422, là c'est très clair, restreint à certaines personnes seulement. Il n'y a que la personne protégée ou qui a été protégée ou ses héritiers qui peuvent agir. Et la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler dans un arrêt de la première chambre civile du 17 mars 2010. Ici, c'était les nièces du majeur protégé qui étaient bénéficiaires de contrats d'assurance vie qui avaient été modifiés, bien sûr, après, sinon elles n'auraient pas agi, qui ont été déclarées comme étant irrecevables à agir en responsabilité contre le tuteur sur ce fondement, enfin contre l'État, mais qui répondait du tuteur. Et puis, dans le même sens, un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 16 janvier 2013. Là, c'était une action qui avait été engagée par le liquidateur de l'association tutélaire pour des détournements de fonds. Voilà pour les questions de recevabilité de l'action. Voyons maintenant ce qu'il en est sur le fond. Alors, sur le fond, je vous ai dit en introduction, la responsabilité civile, il faut d'abord déterminer la personne contre laquelle on peut agir et ensuite voir s'il y a un fait générateur de responsabilité. On retrouve tout cela dans l'article 421 du Code civil. Vous voyez, on retrouve les éléments de la responsabilité civile. Il faut un dommage, une faute, c'est le fait générateur, je vous ai dit, c'est une responsabilité pour faute. Et ce lien de causalité, on voit bien que c'est le dommage doit résulter de la faute. Voilà. Donc on retrouve tous ces éléments assez classiques. Alors, je vous l'ai dit, je ne peux pas vous parler du dommage et du lien de causalité, évidemment, faute de temps. Mais en revanche, je vais vous parler des personnes responsables au sens de ce texte. Alors, vous le voyez, c'est quand même un texte qui est très large. C'est tous les organes de la mesure de protection qui peuvent être responsables, qui sont susceptibles de voir leur responsabilité civile engagée. Alors, ça peut être le juge des tutelles, le greffier, le procureur, le tuteur, le curateur, le mandataire spécial en cas de sauvegarde, si vous êtes tuteur-curateur ad hoc, subrogé-curateur, subrogé-tuteur, peu importe, mandataire dans une mesure d'accompagnement judiciaire,
judiciaire. Les membres des conseils de famille, si vous en connaissez, peuvent voir leur responsabilité engagée sur ce fondement. C'est vraiment un principe général de responsabilité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez voir éventuellement votre responsabilité engagée sur ce fondement de ce texte, quelle que soit la fonction effectivement exercée. Alors ce qui vous intéresse beaucoup aussi, je pense, évidemment, c'est est-ce que l'État est garant ? Et c'est là, évidemment, vous le savez, où les choses ont changé avec la loi du 5 mars 2007. Alors, vous le voyez bien, c'est pour ça que j'ai mis les deux textes, l'ancien fondement, avant la loi, et l'actuel article 422, alinéa 2 du Code civil. On le voit bien, dans l'ancien article 473, alinéa 2, l'État est seul responsable, alors à l'égard du pupille, etc., quand la mesure est exercée par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante. Alors c'est vrai qu'on avait cette notion de vacance de la tutelle qui n'existe plus aujourd'hui, quand on ne trouvait personne pour l'exercer. L'administrateur public en était chargé, et dans ce cas-là, l'État était seul responsable. Donc la victime n'avait pas le choix, elle devait agir contre l'État. Aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, c'est la grosse différence. L'article 422, alinéa 2 du Code civil nous dit que quand il y a une faute à l'origine du dommage qui a été commise par un MJPM, eh bien, la victime a le choix d'agir soit contre l'État, soit contre le MJPM. Alors, je pense que c'est un petit peu la rançon de l'unification et de la professionnalisation de votre statut, qui est assez importante quand même depuis 2007 par rapport à ce qu'on connaissait autrefois. Peut-être que les victimes préféreront agir parce qu'on se rend compte que pour l'instant, dans le contentieux, on n'a pas énormément de contentieux en responsabilité civile qui remontent, en tout cas. Peut-être qu'en première instance, il y en a plus. Peut-être que les victimes préféreront agir encore contre l'État, encore que, comme vous avez l'assurance civile obligatoire, à voir dans les années, évidemment, à venir. Alors, en tout cas, il y a une chose de certaine, c'est que si l'État verra peut-être sa responsabilité moins souvent engagée, le MJPM salarié d'une association ne peut pas pour autant voir sa responsabilité personnelle engagée s'il agit dans ses fonctions, dans les limites de sa mission. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre code civil, de manière très surannée, bon, c'est un peu vieux notre code, la responsabilité du commettant du fait du préposé. Alors, c'est l'article 384, alinéa 5, qui la prévoit. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques, vous voyez comme c'est anachronique, évidemment, et leurs préposés. Bon, ce qu'il faut entendre par là, c'est responsabilité grosso modo de l'employeur du fait de ses salariés. Donc, il y a cette responsabilité du commettant qui fait que les MJPM salariés sont protégés en principe, alors à condition, bien sûr, d'agir dans les limites de leur mission, dans leurs fonctions. Alors, on a eu plusieurs arrêts là-dessus. Alors, c'est l'arrêt Costedoa en la matière qui explique que quand le salarié agit dans les limites de sa mission, il ne peut pas avoir sa responsabilité personnelle engagée. Ça veut dire que la victime ne peut pas agir contre lui, mais l'employeur ne pourra pas non plus se retourner contre lui. À aucun moment, sa responsabilité peut être engagée. Mais il faut qu'il soit dans les limites de sa mission. Alors bon, après, qu'est-ce que ça veut dire dans les limites de la mission ? Évidemment, c'est toute affaire de casuistique. Bien sûr, vous le voyez, la Cour de cassation a dit que s'il y avait une infraction intentionnelle de la part du salarié, il n'était plus couvert. Ça veut dire qu'on peut engager sa responsabilité, ce qui paraît aller de soi. Et puis, pour terminer sur cette responsabilité des commettants du fait de leur préposé, l'employeur peut parfois quand même arriver à s'exonérer de cette responsabilité s'il prouve un abus de fonction. Mais là, je peux vous rassurer tout de suite, les cas dans lesquels l'abus de fonction a été admis par la Cour de cassation se comptent même pas sur les doigts d'une main. Même quand un salarié viole quelqu'un sur son lieu de travail, l'employeur a été déclaré comme responsable parfois. Donc voilà. Bon, passons. Alors, je viens maintenant au centre de ce qui vous intéresse, la faute. La faute, alors, que nous dit l'article 421, puisque c'est l'article de référence ? Eh bien, quand on lit ce texte, on voit qu'il y a une distinction apparemment qui est faite en fonction de la mesure qui est ouverte. Donc, s'il y a une tutelle ou une curatelle renforcée, le texte nous dit qu'il faut prouver une faute quelconque, alors que s'il y a une curatelle simple, il faut prouver une faute dolosive ou une faute lourde. Je vais revenir sur la définition de ces termes, bien sûr.
Première remarque quand même, on peut s'étonner qu'en matière de curatelle renforcée, ce soit toujours une faute quelconque, une faute simple qu'il faille démontrer, parce que dans la curatelle renforcée, vous n'avez pas toujours la même fonction. Parfois, vous avez une fonction d'assistance, parfois une fonction de représentation, puisque la fonction de représentation, vous le savez, vous l'avez que pour la perception des revenus et le règlement des dépenses. Pour le reste, vous avez toujours le rôle d'un curateur simple où vous assistez. Donc, normalement, il faudra bien faire la distinction. Si vous êtes dans une fonction d'assistance, il faudra, pour la victime, de montrer une faute lourde ou dolosive. Si vous êtes dans la fonction de représentation, c'est comme en matière de tutelle. La doctrine plaide en ce sens. Et on peut penser que la jurisprudence ira dans ce sens-là. Je verrai tout à l'heure, pour l'instant, les décisions qu'on a eues ne sont pas très claires là-dessus. Alors, après, que signifie la faute quelconque commise dans l'exercice de la fonction? Ça peut être tout et n'importe quoi, on verra dans la deuxième partie. Ça peut être une malveillance, une négligence, une imprudence. Alors, sachant qu'en droit français, on prend toujours un référent abstrait qui, là, en matière patrimoniale, est assez clairement identifié dans l'article 496, alinéa 2 du Code civil, puisque c'est le MJPM qui serait tenu d'apporter des soins prudents, diligents et avisés, qui s'est substitué à notre bon père de famille qui avait été jugé trop sexiste comme connotation par le législateur. Voilà donc un standard, bien sûr, in abstracto, abstrait, on ne sait pas trop qu'en faire. Une précision quand même, vous n'êtes pas responsable des faits du majeur que vous protégez. La Cour de cassation... La Cour de cassation l'a affirmé finalement il y a assez longtemps, enfin en 1998, vous voyez, vous avez l'arrêt. Il ne s'ensuit pas, je l'ai mis en rouge, que son tuteur est responsable des agissements de la personne protégée. Avant, c'était indiqué que la protection était même sur la protection de la personne. Donc, ce n'est pas parce que vous protégez la personne que vous êtes responsable de ce qu'il fait, fort heureusement. En ce sens, on a eu un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux aussi de cette année, du 4 mars. C'était là un préposé d'établissement qui voyait sa responsabilité engagée parce que son tutélaire avait donné des coups de couteau à un autre résident et l'avait tué, avait blessé sa sœur, je crois. Voilà, donc pas responsable évidemment de ces faits et gestes. Juste pour vous dire, les tuteurs pour les mineurs sont, eux, responsables. Donc, si vous voyez un autre arrêt, c'est un arrêt de la Chambre criminelle du 28 mars 2000, c'est pour les tuteurs des mineurs. Donc, on considère qu'ils ne jouent pas le même rôle, le tuteur d'un mineur, que le tuteur d'un majeur. Alors, je vais revenir maintenant sur la faute lourde ou dolosive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une faute très grave. Une erreur tellement grossière que même l'homme le moins doué, le plus imprévoyant possible, ne l'aurait pas commise. Voilà. Alors, ça, c'est pour les définitions abstraites. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme faute? Je ne sais même pas combien j'en suis. C'est bon? Parce que j'ai évidemment oublié d'enclencher correctement. Alors, sur la caractérisation de la faute. On a quand même quelques indices, parfois, mais très minimes, dans les textes. Par exemple, pour ce qui est du subrogé curateur ou du subrogé tuteur, vous avez cet article 454 qui dit très clairement, dans son alinéa 4, à peine d'engager sa responsabilité, le subrogé curateur ou subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou le tuteur et informe sans délai le juge. Donc, on peut en déduire qu'évidemment, s'il n'y a pas d'information du juge, s'il n'y a pas de surveillance effective, la responsabilité est engagée. Là, ça nous donne quand même un indice assez net. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup des indices de ce type dans les textes. Les choses sont quand même assez cadrées d'un point de vue patrimonial parce qu'on a plus de jurisprudence, je vous le disais tout à l'heure, en matière patrimoniale et peut-être aussi parce qu'on a ce référent, même si je ne suis pas sûre que ça serve beaucoup aux magistrats, on a ce référent donc du tuteur qui est tenu de prendre soin de manière prudente, diligente et avisée de son majeur. Je n'y reviens pas dessus. Donc, sur la matière matrimoniale, on a des indices aussi parce qu'on a la jurisprudence d'avant la réforme qui continue à s'appliquer. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc, hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, un curateur peut par exemple voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé
d'assistés sont protégés dans la réalisation d'un acte qui était contraire à l'intérêt de son protégé. Donc, ne peut voir, j'ai dit peut voir. Un curateur ne peut pas voir sa responsabilité engagée s'il refuse d'assister son curatellaire parce qu'il estime que cet acte est contraire à son intérêt. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 15 février 2012. C'était un curateur qui avait refusé d'assister sa curatellaire pour une vente immobilière parce qu'il n'y avait pas de garantie réelle pour le paiement du prix. Alors, sur la responsabilité du curateur, je n'ai pas grand-chose, des cas où elle pourrait être engagée. On peut se poser la question, je sais que ça fera peut-être bondir, mais de la responsabilité lorsque le curateur prend l'initiative de représenter le majeur dans certains actes. Je sais qu'en tant que curateur, vous êtes amené à faire certains actes d'administration et que si on suit la loi, normalement, ce n'est pas possible. Je crois quand même qu'il faut garder à l'esprit que quand on est en curatelle simple ou en curatelle renforcée, mais quand il y a l'assistance qui est en cause, il faut prouver une faute lourde. Et je vous l'ai dit, la faute lourde, c'est vraiment celui qui ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Donc ça va être quand même difficile de prouver une faute lourde. Je ne pense pas que ce soit une faute lourde de faire des actes dans l'intérêt du majeur. Voilà, tout simplement. Si je passe aux tuteurs et aux curateurs en curatelle renforcée, on a quelques arrêts ici. Alors bien sûr, toutes les fautes de négligence peuvent être constitutives, engager la responsabilité civile. On omet d'accomplir une démarche indispensable, comme on omet d'assurer un bien, par exemple, de déclarer un sinistre. On oublie de faire la déclaration fiscale, de payer les impôts, on oublie de transmettre les comptes au juge. Bon, ça, évidemment, ce sont des fautes. Donc, un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, vous le voyez, qui sanctionne la tutrice qui n'avait pas rendu compte. Ça touche plutôt, je pense, les tuteurs familiaux. C'était le cas ici, c'était une épouse qui n'avait pas rendu des comptes, puis qui, en plus, se servait bien sur les avoirs de son mari. Autre arrêt, donc, par contre, là, qui me paraît vraiment important de citer, c'est cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 décembre 2013 qui met l'accent sur quelque chose de difficile à gérer, je sais pour vous. C'est lorsque vous avez un majeur qui dirige, préside, que sais-je encore, qui a un rôle dans une société, et notamment les SCI. Là, effectivement, cet arrêt nous dit que le curateur commet une faute s'il ne prend aucune initiative pour faire désigner un administrateur provisoire de la SCI que son protégé gère. Alors, là-dessus, on n'a aucune précision sur la nature de la faute. Est-ce que c'est une faute lourde, une faute simple? Je peux juste vous dire que dans cette affaire, le protégé avait été placé sous curatelle simple au départ et ensuite sur curatelle renforcée. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Je ne sais pas si on peut en déduire quoi que ce soit d'ailleurs. Mais c'est une faute, en tout cas. Autre faute de négligence susceptible d'engager la responsabilité du protecteur, le fait de ne pas vérifier ses droits sociaux, oublier de faire l'inventaire, oublier d'accepter une donation sans charge, bon, etc. Je peux vous en citer plusieurs. Encore des exemples. Cour d'appel de Bourges, 3 avril 2014. Donc ici, c'était la curatrice en curatelle renforcée qui avait été jugée comme ayant commis une faute parce qu'elle avait laissé s'accumuler un déficit d'impayé en matière de loyer et surtout la commission de surendettement avait envoyé un courrier et elle n'avait pas répondu à ce courrier, elle n'avait pas assisté sa curatellaire. Alors dans cette affaire, l'association justifiait bien quand même de démarches actives et efficaces, les juges le soulignent, sont les termes des magistrats, pour l'amélioration de la situation financière. Mais cette considération ne suffit pas à exonérer l'association tutélaire de sa responsabilité. Ça lui permet quand même de réduire le montant de l'indemnisation. Alors au contraire, il y a des cas dans lesquels les magistrats refusent d'engager cette responsabilité. Je vous ai mis par exemple un jugement du TGI de Paris du 29 janvier dernier. Alors là, c'était un ancien tuteur professionnel qui avait vu sa responsabilité engagée par l'actuel tuteur familial en place. Alors ce tuteur familial reprochait au tuteur professionnel de ne pas avoir fait le nécessaire pour percevoir les pensions de retraite et les pensions de réversion de la tutélaire. Les magistrats parisiens n'ont pas été convaincus par cette affirmation parce que la majeure était à la retraite depuis 30 ans lorsque le tuteur professionnel a pris sa fonction et que jusqu'alors, elle n'avait rien perçu. Donc le tuteur ne pouvait pas deviner qu'elle aurait droit à quelque chose. Et les juges soulignent également que l'attention du tuteur professionnel n'avait pas été portée par la famille. La famille n'avait rien dit au tuteur professionnel sur une possibilité d'obtenir des pensions quelconques. Donc c'est intéressant quand même ce jugement.
Alors, bien sûr, je vous ai donné comme référent, je vous ai dit, hein, il y a le référent du mandataire diligent, prudent, etc. Je crois qu'il faut garder comme autre standard en tête et comme autre référent celui de l'intérêt du majeur. Avec, bien sûr, toujours pareil, ce sont des standards, donc on ne sait pas trop ce qu'il faut y mettre derrière, je le sais. Mais on le voit très bien. Alors non, pardon. On le voit très bien dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2014. Toujours, les juges essaient d'identifier si le tuteur a agi dans l'intérêt du majeur pour savoir s'il a commis une faute ou pas. Alors là, ce qui était en cause, hein, c'était des placements de capitaux. Les magistrats décident que ces placements permettaient de garantir un intérêt régulier et par des rachats réguliers, un supplément de revenus permettant de subvenir aux besoins du majeur. Il s'agit d'un bon mode de gestion habituellement conseillé et pratiqué. Bien sûr, je pourrais vous citer d'autres fautes. Le fait, mais là c'est plus simple, je pense, de ne pas observer la loi. Si vous faisiez un acte qui est interdit par l'article 509 en tant que tuteur, hein, vous donniez à bail un de vos biens au majeur ou que sais-je encore, bon, ce serait une faute. Des malversations, des détournements seraient des fautes également. Vous l'aurez compris, c'est que tout est question quand même de cas, d'espèces. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les tuteurs et les curateurs en curatelle aggravée ne sont tenus que d'une obligation de moyens, ils n'ont pas d'obligation de résultat, hein, donc ils sont tenus de tout mettre en œuvre pour assurer une bonne gestion. Dernière précision. C'est un arrêt qui a été rendu sous l'empire du droit antérieur à la loi de 2007, mais qui est encore valable aujourd'hui, simplement pour attirer votre attention, comme je vous l'ai dit en introduction, que cette responsabilité, elle peut être engagée quelle que soit la fonction que vous exercez. Donc c'est un arrêt qui a retenu la faute du mandataire spécial, hein, en sauvegarde de justice, civile première 16 avril donc 2008. Responsabilité qui a été engagée parce qu'il n'avait pas fait attention à la clôture d'un compte. Il pensait que c'était un compte qui n'était pas utile. Ça avait suscité un impayé et ça avait rompu un contrat de prévoyance pour la majeure. Et ça lui était évidemment dommageable. Donc, si vous êtes chargé de payer les dettes courantes, il faut examiner soigneusement comment elles sont habituellement payées, vérifier à ce titre quels sont les prélèvements automatiques effectués, quels sont les virements automatiques en place, faire en sorte que ça soit pérenne. Voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal d'indications en matière patrimoniale. On ne peut pas en dire autant en matière personnelle, et c'est évidemment ce domaine-là, je sais, qui vous inquiète. Alors, on ne peut pas en dire autant parce que, d'abord, les textes ne sont pas précis, et on peut le comprendre, hein, il n'est pas facile de légiférer sur ce point. Et puis, le législateur a essayé un petit numéro d'équilibriste en essayant de sauvegarder une certaine autonomie du majeur en ce domaine, tout en le protégeant. Évidemment, c'est ce qui est très compliqué. Donc, vous le savez, c'est tout le problème des articles 457-1 et suivants du Code civil. Ces textes nous permettent pas très facilement, je dirais, d'établir quelles sont vos obligations en matière personnelle. Alors, la première chose évidemment à faire, je pense, c'est qu'il faut bien regarder le jugement d'ouverture de la mesure pour vérifier s'il y a un mandat de protection à la personne ou pas. C'est la première chose. Si y a un mandat, se fier au terme du mandat, bien évidemment, sachant que, vous le savez, hein, s'il n'y a pas de précision, la protection de la personne entre en jeu de facto. Alors, il y a quand même des hypothèses dans lesquelles, comme en matière patrimoniale, il n'y a pas de doute, on sent bien que la responsabilité peut être engagée. Si on n'observe pas correctement la loi, si on ne respecte pas la loi, c'est une faute en matière personnelle. Alors, exemple, l'association tutélaire qui ne requerrait pas le juge pour prendre une décision qui porterait atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée, alors qu'il n'y a pas d'urgence, avec bien sûr la définition d'urgence, qu'est-ce que c'est? S'il n'y avait pas d'autorisation du juge qui était demandée, on pourrait engager la responsabilité, semble-t-il, de l'association tutélaire, puisque l'article 459, alinéa 3 que vous voyez sur le slide, nous dit qu'il faut impérativement recourir au juge dans ce cas-là. De la même manière, un tuteur ou un protecteur qui ne respecterait pas ce que dit le juge commettrait une faute. Alors, j'ai un exemple. Voilà. C'est Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2011. Là, c'était une décision qui, je ne me souviens plus exactement, mais qui spécifiait les désignataires, les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Et finalement, les contrats avaient été modifiés en ne respectant pas ce que disait le juge. Là, il y a une faute, hein, évidemment. Alors, tout le problème, quand même, reste
votre intervention lorsque le majeur protégé met en danger sa personne. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi lors de la table ronde, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus. Donc, c'est l'article 459, alinéa 4 du Code civil. Moi, si je regarde le texte, voilà ce que j'en déduis, c'est que vous pouvez intervenir. C'est une simple possibilité. Peut prendre, le protecteur peut prendre à l'égard du protégé les mesures de protection pour mettre fin en danger. Dans la mesure où c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de faute, à mon sens. Mais c'est une interprétation avec le texte, évidemment. Alors, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, bien sûr, de cette protection personnelle, c'est que vous ne pouvez pas manquer à votre obligation d'information, puisque l'article 457-1 l'impose. Vous ne pouvez pas intervenir pour les actes strictement personnels qui sont énumérés à l'article 458 du Code civil, et vous êtes censé respecter la volonté du majeur pour ce qui concerne sa résidence et ses relations. Toutefois, vous le savez probablement, la Cour de cassation confronte beaucoup la volonté à l'intérêt du majeur protégé, et très souvent, elle dépasse cette volonté parce que ça n'est pas dans son intérêt. De manière générale, quand même, c'est ce que j'ai mis là, bon, c'est sans doute schématique, on a le sentiment, avec le peu des décisions dont je dispose, que le fait de demander une autorisation judiciaire pour agir couvre. Alors, je sais que les magistrats n'aiment pas ça, parce que du coup, ça incite à demander sans arrêt, ce n'est pas du tout l'objectif de la loi du 5 mars 2007, mais voilà, je vous cite un arrêt de la Cour d'appel de Pau qui était en ce sens. Plein de questions aussi, je pourrais vous dire plein de choses en matière de santé, je sais que vous avez des questions. On n'a pas beaucoup de réponses avec les textes, et je crois que les magistrats, c'est très très dur pour eux aussi dans la matière. Alors, je vais terminer bien sûr, parce que c'est là-dessus que M. Gauthier a commencé. C'est évidemment cet arrêt qui vous a fait très peur. Ce que je peux comprendre. Donc, ce fameux arrêt de la première chambre civile du 27 février 2013, dans lequel, vous le savez, la première chambre civile a retenu la faute d'une association tutélaire qui ne s'était pas assurée que tout risque d'incendie n'avait pas été supprimé lors du remplacement du dispositif de cuisson. Et ces motifs ont fait bondir, puisque la Cour de cassation soulignait, c'est en rouge, que le protecteur devait veiller au bien-être et à la sécurité de l'incapable, SIC, avait l'obligation de s'assurer que l'association avait supprimé tout risque. Voilà. Alors, moi, mon interprétation est la suivante. Je voulais souligner en vert. Il me semble qu'il faut relativiser la portée de cet arrêt parce que la Cour de cassation prend bien soin de souligner que c'est l'association en sa qualité de délégué à la tutelle de l'État. Or, depuis la loi du 5 mars 2007, vous n'intervenez plus comme délégué. Voilà. Donc, ça pourrait aussi s'expliquer comme cela. C'est basé sur ce qu'on connaissait avant la loi, c'est-à-dire, je vous l'ai expliqué au début de cette intervention, c'est l'État qui pouvait voir sa responsabilité engagée et lui seul. Donc, la décision peut s'expliquer comme cela, c'est parce que l'État était en cause et non pas l'association directement. Je pense que les choses sont différentes aujourd'hui où on peut engager la responsabilité directe de l'association. Et preuve en est, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, très probablement, parce qu'on en a tellement peu, un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui a été rendu le 23 janvier 2014, qui est très intéressant. Alors, dans cette affaire, c'était des locataires qui avaient subi un dégât des eaux en provenance de l'appartement qui était occupé au-dessus d'eux. Et cet appartement était occupé par une locataire qui était sous une mesure de tutelle. Et donc, ils avaient assigné en réparation, bien sûr, le bailleur de cette locataire. Et le bailleur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était retourné contre le tuteur. Et le bailleur disait que le tuteur ne s'était pas suffisamment occupé de la personne de sa protégée, qu'il n'avait pas cherché à pénétrer dans l'appartement pour voir ce qu'elle faisait, pour vérifier ses conditions de vie, etc. Les magistrats lyonnais confirment le jugement qui avait été rendu en première instance en soulignant que même si le tuteur était tenu de prendre soin de la personne protégée de manière générale, il produisait suffisamment de courriers au juge des tutelles qui montraient qu'il avait des difficultés à entrer en contact avec la majeure parce qu'elle refusait d'ouvrir sa porte. Et je sais que vous connaissez ça. Donc, toutes ses visites s'étaient soldées par un échec. Et la Cour d'appel, voyez, note, ça c'est important, je trouve, cette formule, l'intervention du tuteur dans la vie du majeur protégé ne peut être totale et intrusive. Voilà. Donc,
ne peut pas porter atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors, sauf urgence, évidemment, c'est toujours souligné, hein, sauf urgence et mesures strictement nécessaires. Or, en l'espèce, il n'y avait aucun élément du dossier, c'est ce que soulignent les magistrats, qui ne permettait d'établir que la personne protégée avait eu un comportement constitutif d'un danger pour elle-même ou pour autrui, d'ailleurs. Elle se nourrissait, elle sortait pour aller faire ses courses, autant d'éléments qui ne montraient pas une situation de danger immédiate. Et je terminerai avec le deuxième, et c'est les seuls arrêts de la Cour de cassation, il me semble, à ma connaissance, rendus en matière de responsabilité civile, qui a été rendu l'année passée aussi, il y a un peu plus d'un an, civil première, 14 mai 2014, un arrêt dans lequel la faute en matière personnelle n'est pas considérée comme caractérisée, donc plutôt rassurant, mais les circonstances sont évidemment très différentes de celles de l'affaire de 2013. Ici, c'était une majeure qui, après la fin de sa mesure de tutelle, essayait d'engager la responsabilité de son protecteur parce qu'elle estimait qu'il avait commis une faute en la forçant à aller dans une maison de retraite, alors qu'il n'avait pas demandé l'autorisation du juge pour la placer en maison de retraite. Sauf que ce qu'elle ne disait pas, c'est que son logement était insalubre et que, pour le coup, le juge avait donné son autorisation pour faire des travaux dans le logement. Donc, pendant qu'il faisait des travaux, il fallait bien faire quelque chose de cette dame. Voilà, donc les juges du fond n'avaient pas reçu l'action en responsabilité et la première chambre civile approuve les juges du fond. Elle dit l'hébergement en maison de retraite était nécessaire pour pouvoir réhabiliter le logement devenu insalubre et puis l'état de santé était déficient de la majeure. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie de votre attention et puis je me tiendrai à votre disposition pour d'éventuelles questions.